Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième webinaire du cycle Arts et savoirs fondamentaux enjeux de formation, initié et organisé par le réseau des INSPE en partenariat avec VECA. Je suis Gwendoline Gasteclou, je travaille pour VECA et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le sujet du jour s'inscrit pleinement dans le printemps de la recherche en éducation, donc colloque qui devait normalement avoir lieu en présentiel, mais on est ravis en tout cas de vous présenter directement chez vous. C'est Madame Garcia Deban, professeure des universités en sciences du langage, plus spécifiquement en didactique du français et membre de l'INSPE de Toulouse Occitanie-Pyrénées, qui nous présentera aujourd'hui le thème suivant, le sensible, le sujet, les formes scolaires et les normes dans la contribution des travaux en didactique du français, langue première pour et sur la formation des enseignants. Donc, je vous rappelle qu'au cours de cette conférence, vous pourrez poser naturellement toutes vos questions à tout moment. Hein, c'est très important de le souligner. Donc, ça se passera directement via l'onglet Questions dans la plateforme GoToWebinar située normalement à la droite de votre écran. Donc, Madame Jacques, aujourd'hui, qui est également avec nous, professeure de littérature française, se chargera de sélectionner quelques-unes de vos questions et de les poser à Madame Garcia Deban en fin de présentation. Petit rappel, il reste désormais 4 conférences qui auront lieu jusqu'à la fin du mois. Et comme habituellement, on vous rappellera tout ça au fur et à mesure, les horaires et les dates. Il est temps maintenant de céder la parole à notre intervenante du jour, Madame Garcia Deban. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais d'abord remercier le réseau des INSPE d'avoir sollicité l'AIRDF, donc l'Association internationale pour la recherche en didactique du français, pour présenter l'état des travaux sur la problématique du printemps des INSPE. Alors, quelques mots sur cette association dont je suis la présidente pour la section française. Elle a été fondée à Namur, en Belgique, en 1986. Elle s'est d'abord appelée Association pour la didactique du français langue maternelle, pour contraster ce champ avec celui du français langue étrangère. Elle rassemble un certain nombre de chercheurs en didactique du français des 4 pays de la francophonie fondateurs, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, ou plus particulièrement le Québec. Mais depuis, nous avons rejoint aussi des collègues de pays africains, de pays du Maghreb et d'autres pays du monde. L'association a aussi changé de nom en prenant en compte le fait que le français n'est pas forcément la langue maternelle des enfants dont elle est la langue de scolarisation, et donc s'appelle désormais Association pour la recherche en didactique du français. Je vous ai indiqué sur cette diapositive le site de notre association qui fonctionne avec un conseil d'administration qui rassemble des représentants des 4 pays fondateurs et qui a aussi un certain nombre de publications visibles dont je me servirai beaucoup au cours de ma conférence. Alors, je voudrais dire quelques mots pour situer ma présentation en disant d'où je parle. Je travaille à l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées où j'assure des formations, d'une part en formation initiale de premier degré, professeur des écoles, mais aussi de professeur de lettres. Et également, j'ai monté dans cet institut un parcours qui s'appelle Conseil pédagogique premier et second degré, qui permet d'offrir une formation à des collègues qui sont titulaires du CAFIPEMF ou du CAFA, ou qui veulent passer ces certifications pour encadrer et accompagner de jeunes enseignants. Du point de vue de la recherche, j'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle CLÉ, Cognition, Langage, Langue et Ergonomie, qui rassemble des psychologues spécialistes de la cognition et des linguistes. Et j'interviens également dans la structure fédérative de recherche de l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées, où je coordonne l'axe qui s'intéresse aux didactiques des disciplines. C'est un peu un défi que j'ai dû relever pour préparer cette conférence, dans la mesure où le thème du printemps des INSPE appelle à faire la synthèse de travaux en didactique de la littérature, et que ça n'est pas au sein de la didactique du français mon champ principal de travail, puisque moi je travaille essentiellement sur des questions d'écriture scolaire et notamment d'interaction et d'articulation entre écriture et étude de la langue.
Alors, je vais, en bon prof, en bonne formatrice de français, commencer par gloser un petit peu à la fois le titre de l'ensemble du cycle de conférences et le titre de ma propre conférence. Donc, le cycle de conférences du printemps des INSPE, il s'intitule « Les arts et les savoirs fondamentaux ». Et si on se réfère au travail, au dictionnaire culturel en langue française d'Alain Rey, on remarque que art est du côté du sensible, des émotions humaines, tandis que savoirs fondamentaux est plutôt du côté de ce qui sert d'appui, de base, de ce qui supporte un édifice. Et on a ainsi une opposition que je vais essayer de travailler tout au long de ma conférence, peut-être, entre ce qui relève de pratiques culturelles et ce qui relève de connaissances, et ce qui relève de suppléments d'âme versus ce qui serait incontournable. Autour de ce titre, dans l'actualité des évolutions de la formation des maîtres, se joue aussi le poids relatif et la hiérarchie des disciplines scolaires et des disciplines de formation, notamment pour la formation des enseignants polyvalents du premier degré, et donc ce qui se traduit par des épreuves de sélection, des horaires de formation, des ECTS dans les maquettes, mais aussi des services de formatrices et de formateurs, des postes, et aussi au plan de la formation continue, les disciplines qui se trouvent ou non représentées dans les plans de formation continue des enseignants du premier degré. Pour ce qui est du titre de ma conférence, vous l'avez vu, j'ai choisi 4 concepts qui me paraissent renvoyer à la problématique du cycle. Du côté des arts, il y aurait la notion de sujet et la notion de sensible. Et on va le voir, je m'appuie sur les travaux en didactique de la littérature des 20 dernières années autour du sujet lecteur et de la lecture littéraire, du sujet écrivant et de l'écriture littéraire, de la place des émotions dans les apprentissages, de ce que ma collègue de l'INSPE de Toulouse, Véronique Larrivé, appelle l'empathie fictionnelle, donc autour d'un sujet sensible, avec tous les travaux actuels sur la cognition qui montrent aussi les liens importants entre émotion et connaissance. D'ailleurs, en 2015, l'intitulé du socle commun de connaissances et de compétences a évolué pour intégrer aussi cette dimension de culture et de sujet dans sa formulation. Du côté des savoirs fondamentaux, il y a les 2 autres concepts que j'ai posés ici, c'est-à-dire ceux de forme scolaire et de normes, que j'ai posés tous les 2 au pluriel, en tant que manière dont l'institution scolaire travaille un certain nombre de pratiques orales et écrites, et les travaille différemment selon les disciplines scolaires. Et cette question des normes, l'école étant un des lieux importants de construction des normes, est aussi une question que je vais aborder dans la suite de mon exposé. Alors, ce double titre du cycle de conférences, les arts et les fondamentaux, renvoie aussi à des polémiques sociales et politiques autour des disciplines de base à enseigner à l'école primaire, dont on peut retrouver des traces dans l'histoire du siècle dernier. J'ai relevé, par exemple, ces 2 citations, toutes les 2 de 1848, mais vous allez le voir, ne relevant pas de la même sensibilité politique. D'un côté, celle de Carnot, qui indique que la différence entre la République et la monarchie, pardon, là j'ai un problème technique, voilà, pardon. La différence entre la République et la monarchie ne doit se témoigner plus profondément qu'en ce qui concerne les écoles primaires, et donc le programme renfermera dorénavant tout ce qui est nécessaire au développement de l'homme et du citoyen, tel que les conditions actuelles de la civilisation française permettent de le concevoir. Suit une énumération donc de disciplines ou d'activités. Outre la lecture, l'écriture, les éléments de calcul et le système métrique, il inclura le chant, des notions élémentaires sur l'histoire et la géographie, ou la connaissance des devoirs et des droits de l'homme et du citoyen. Citation à laquelle on peut opposer celle de Thiers, qui dit, lui, lire, écrire, compter, voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, cela est superflu.
il faut restreindre cette extension démesurée de l'enseignement primaire. Et Jules Ferry, au Congrès pédagogique des instituteurs et des institutrices de France, lui redonne aussi la place à une diversité de disciplines que ses détracteurs qualifient d'accessoires exagérés. Et il dit les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, la gymnastique, le travail manuel, le chant, la musique chorale. Pourquoi tous ces accessoires? Parce qu'ils sont, à nos yeux, la chose principale, parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Alors, je ne peux pas gloser cette citation où certains termes ne sont pas employés comme aujourd'hui, mais ce qui me paraît important, c'est ce débat qui traverse toute l'histoire de l'école sur quel sujet on veut former et donc quelle discipline on va proposer aux élèves. Et de ce point de vue, je trouve aussi assez amusant, parce que le pas de côté est important, la polémique au milieu du 19e siècle autour d'un sujet de rédaction donné en fin d'école primaire, qui consiste à faire rédiger aux élèves une lettre du discours de consolation à un jeune homme à qui la mort vient d'enlever un ami. Nous sommes alors dans un système où il y a deux réseaux, le réseau pour les enfants des milieux populaires, d'une part, et d'autre part le petit lycée pour les enfants des élites, et s'engage une discussion autour de la pertinence de ce sujet de rédaction donc pour des enfants de milieux populaires. Le bulletin de l'instruction primaire, qui est assez réactionnaire, dit qu'il s'étonne qu'on propose pareille réflexion à des enfants destinés à manier la bêche, la lime et le rabot. Et ceux qui défendent cette position répondent, nous répondrons que ceux qui sont destinés à manier la bêche, la lime et le rabot ont une âme, tout comme ceux qui doivent manier la plume, que cette âme est, comme celle des autres, accessible à l'amitié, à la douleur, à la consolation. Bref, autour du type d'activité qu'on propose dans la scolarisation obligatoire et plus particulièrement du type de consigne d'écriture qu'on propose aux élèves, est bien en jeu le futur citoyen tel qu'on voudrait le développer. Alors, mon intervention va être construite en 3 points inégaux en temps. Je vais, dans un premier temps, assez rapidement rappeler les enjeux sociaux de la didactique du français langue première en tant que discipline de recherche relativement jeune, puisqu'on peut considérer qu'elle émerge autour vers 1970 et même encore plus récemment sans doute. J'aborderai ensuite dans un second temps les 4 concepts que j'ai posés, le sensible, le sujet, les formes scolaires et les normes, dans les travaux en didactique du français qui portent sur les pratiques d'enseignement, et notamment donc les recherches en didactique de la littérature et didactique des arts. Et dans un troisième temps, j'aborderai la question, cette fois sous l'angle des recherches qui portent sur la formation des enseignants, pour en déduire un certain nombre d'éléments de ce que devrait être, à mon sens, un cahier des charges pour la formation des enseignants. Alors, premier temps, donc, un petit parcours rapide sur les enjeux sociaux de la didactique du français langue première, autour d'un certain nombre de repères historiques. Donc, je situe autour des années 70 et de la grande rénovation de l'enseignement du français, ce que j'appelle la préhistoire de la didactique du français langue première, puisque à ce moment-là, on ne parle pas encore de didactique du français, mais plutôt de pédagogie du français. Ce sont les premières recherches à l'INRP, notamment autour d'Hélène Romian, autour donc de la lutte contre l'échec scolaire et les inégalités sociales, puisque la racine de la discipline, c'est d'essayer de faire reculer l'échec scolaire, notamment donc sur des questions de lecture, écriture et orale. Toute cette réflexion qui est engagée depuis une dizaine d'années, quand en 72 sortent les nouveaux programmes de français pour l'école primaire, a été instruite dans le cadre d'une commission Rouchette,
Mais déjà, les pratiques artistiques sont présentes puisque, par exemple, il y a un groupe qui travaille sur la poésie. La décennie suivante me semble se caractériser par des recherches descriptives portant sur des travaux d'élèves et un sujet apprenant observé sous l'angle d'une part de la linguistique et d'autre part de la psychologie cognitive. Je pense notamment aux travaux qui ont porté sur l'écriture et l'évaluation sous l'égide de l'INRP dans ces années-là, mais il y avait aussi dans ces recherches des recherches qui portaient aussi sur les questions de normes et de variations, et aussi des recherches qui portaient sur l'image. En tout cas, il me semble que dans cette génération de recherche, les travaux en didactique s'intéressent à décrire et analyser de façon fine les productions des élèves pour mieux cerner les obstacles qu'ils rencontrent dans leurs apprentissages et pour améliorer donc les apprentissages, particulièrement des élèves fragiles. La décennie suivante me semble se caractériser par, qui est celle aussi de mise en place des IUFM en 1991, se caractérise par un changement de focalisation, me semble-t-il. Le regard se focalise davantage sur le travail de l'enseignant et les gestes professionnels, avec notamment à Montpellier et à Toulouse des ERTE, donc équipes de recherche en technologie pour l'éducation, qui essaient de s'appuyer sur ces observations et ces analyses de pratiques professionnelles de jeunes enseignants pour dégager des axes de formation. Les années 2000 sont marquées par une réaction par rapport aux pratiques relativement technicistes de l'enseignement de la lecture, notamment de la lecture méthodique au collège et au lycée, et marque ce que Gabatuller et Schnevely appellent le tournant sensible en didactique de la littérature, avec une réflexion moins autour du texte et de ses propriétés, comme précédemment, que autour du sujet lecteur, du texte du lecteur et de la lecture littéraire. Alors, j'ai brossé à grands traits cette évolution, sûrement qu'une autre lecture s'en serait possible, mais en tout cas, elle me permet de situer le travail que je vais présenter maintenant dans des origines militantes, on va dire, puisque la didactique du français a ses origines, vise à innover pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de milieux fragiles par rapport à l'école. Je vais donc maintenant aborder le second point qui porte donc sur le sensible, le sujet, les formes scolaires et les normes dans les travaux en didactique du français et plus particulièrement en didactique de la littérature et des arts. Je vais aller d'une description des travaux très spécifiquement portant très spécifiquement sur cette articulation vers une réflexion un peu plus large sur la place du sensible, du sujet, des formes scolaires et des normes dans un certain nombre de recherches en didactique du français. Et je prendrai aussi quelques exemples de travaux d'élèves pour illustrer la position que je voudrais tenir. Alors, premier constat, en tant que discipline de recherche, la didactique du français a davantage interagi avec la didactique des mathématiques ou avec la didactique des sciences, notamment autour des discussions sur les limites du concept de transposition didactique proposé par Yves Chevalard pour la didactique des maths. Elle a davantage interagi avec ces disciplines-là, historiquement, qu'avec la didactique des langues, paradoxalement, ou avec la didactique des arts. Il faut dire quand même aussi que la didactique des arts est d'émergence plus récente que les autres didactiques. Je m'appuierai ici principalement sur deux ouvrages. D'une part, un numéro de repère coordonné par Jean-Charles Chabanne et Jean-Louis Dufayis en 2011, qui porte sur parler et écrire sur les œuvres, une approche interdidactique des enseignements artistiques et culturels. Et d'autre part, sur un livre très récent de l'association, coordonné par l'association l'AIRDF,
qui porte sur la question de la relation entre les disciplines scolaires, le cas de l'enseignement du français, et dont un bon tiers est constitué d'une réflexion sur l'articulation entre le français et les disciplines artistiques. Alors, je voudrais situer le fait que, du point de vue des enjeux et des objets de ces recherches, elles s'inscrivent tout à fait dans le prolongement des interrogations sur les inégalités sociales et culturelles et leur traduction en termes de réussite scolaire, et sur une interrogation sur la diversité des pratiques culturelles. De la même manière que dans les années 80, le mouvement de mise en place des BCD, les bibliothèques centres documentaires à l'école primaire, visait à développer le goût de lire. De la même manière, les réflexions de Ricoeur dans ce numéro de repère qui décrit un module de formation d'enseignants belges, d'enseignants du premier degré belge, pour qu'ils abordent avec leurs élèves les œuvres du musée, ou les travaux d'Anadia Charoutini qui s'intéresse aux pratiques muséales et donc à ce qui se joue verbalement lorsque une classe vient travailler dans un musée. Ces travaux-là s'inscrivent bien dans la continuité d'une réflexion sur l'articulation entre pratiques sociales et pratiques scolaires. Ce mouvement se marque aussi institutionnellement dans l'intégration d'une analyse de l'image, qui est le plus souvent un tableau, à l'épreuve d'explication de texte du CAPES de lettres modernes depuis 2013 dans l'épreuve dite de mise en situation professionnelle. Et par exemple, le rapport 2017 souligne la part jouée par le professeur de lettres dans l'acquisition d'une culture artistique chez les élèves de collège et de lycée. L'histoire des arts et à travers elle la lecture de l'image fait partie intégrante de l'enseignement des lettres. Et de fait, cette discipline ou cet objet nouveau qui s'appelle Histoire des arts est un objet curriculaire nouveau au même titre que les éducations A dans les disciplines scientifiques, par exemple. Se pose donc la question de la littérature et de son statut, et donc de la question de savoir si la littérature est un art et les conséquences que peut avoir cette interrogation. Alors justement, je rebondis là-dessus. On va vous proposer là dans quelques instants une question sondage. Selon vous, la littérature est-elle un art, oui ou non? Vous aurez quelques secondes pour répondre. Il va s'afficher dans pas longtemps. Et les résultats vont bientôt apparaître. Alors, on a 100% de oui, Madame Garcia-Deban. Selon vous, la littérature est-elle un art? Tout le monde est pour dire que c'est le cas. Alors, moi, je voudrais continuer dans mon diaporama et j'arrive pas. Là, j'ai un petit problème de... Voilà. C'est bon, là, vous l'avez? Alors, justement, enfin, cette question-là, c'est une question que Jean-Charles Chaban, en 2019, reprend à une intervention de Emmanuel Fraisse en 2008. Alors, en 2008, Emmanuel Fraisse, qui ouvre un colloque international sur la contribution des enseignements artistiques au projet éducatif global, constate, en regardant la liste des intervenants, que la forme artistique la plus constamment et intensément présente dans notre univers scolaire, la littérature, est quasiment absente de ce colloque. Et il essaie d'en expliquer l'absence en indiquant qu'on définirait comme art des contenus plus gratuits
qui apparaissent moins liées à ce qu'on ressent comme apprentissage fondamentaux et fondées sur des pratiques plus actives et ouvertes aux collaborations. Donc, on pourrait voir la dualité d'un côté de pratiques culturelles, théâtre, peinture, musique, versus grammaire, conjugaison, orthographe, et aussi analyse méthodique des textes. Et effectivement, ce que je vais montrer aussi, c'est cette tension permanente à l'intérieur de la discipline française entre ce qui relève de la pratique artistique et ce qui relève de ce qu'on peut appeler les fondamentaux. Et donc aussi, la question de la fonction patrimoniale des corpus littéraires se trouve ainsi posée. Alors, je vais maintenant rappeler très rapidement, c'est-à-dire je me suis bornée à indiquer ici des références bibliographiques, un certain nombre des notions qui organisent la place du sensible et du sujet en didactique de la littérature, principalement ici pour le second degré, mais aussi pour le premier degré, puisque depuis les programmes 2002, la littérature apparaît comme un enseignement à part entière et avec ses spécificités pour le premier degré. Alors, la première opposition fondatrice, c'est celle qui se situe entre sujet-lecteur et lecture méthodique, telle qu'elle est posée à la première rencontre des chercheurs en didactique de la littérature en 2003 à Rennes. Mais il y a un certain nombre de notions qui sont en lien avec cette notion de sujet-lecteur. La notion d'autobiographie de lecteur ou de bibliothèque intérieure, que développent notamment Brigitte Louichon et Annie Rouxel dans un ouvrage aux presses universitaires de Rennes en 2010. La notion d'objets sémiotiques secondaires, les OSS de Brigitte Louichon, qui montre comment, lorsque nous abordons aujourd'hui un texte patrimonial comme Madame Bovary, on l'aborde avec un environnement actuel, alors que ce soit en matière de support, édition scolaire ou édition de poche par exemple, ou en matière aussi d'adaptation filmique. Également la notion de journal du lecteur, en lien avec la notion d'autobiographie de lecteur et de bibliothèque intérieure. La notion aussi de journal de personnage développée par ma collègue Véronique Larrivé autour justement de l'empathie fictionnelle et de la manière de gérer des émotions de lecteur en s'identifiant à tel ou tel personnage de fiction. Et ceci se traduit notamment par des supports particuliers que sont les carnets de lecteurs, étendus maintenant aux carnets d'écrivains ou aux carnets d'artistes, comme autant d'outils d'écrit de travail et de traces d'un cheminement dans la construction culturelle donc de la bibliothèque intérieure du lecteur. Ces éléments-là peuvent être mis en regard de travaux conduits plutôt en didactique des langues autour, par exemple, des biographies langagières et de la manière dont chaque sujet, qu'il soit élève ou enseignant, a rencontré des langues qui ont un statut différent dans sa biographie et son rapport aux langues. Alors, des travaux que je viens de citer, nombreux en didactique de la lecture littéraire, mais aussi des travaux nombreux du côté de l'écriture littéraire, avec la notion de sujet écrivant, développée par Catherine Toveron et Pierre Sève dans leur ouvrage de 2005, mais aussi par Marion Mas en 2019, qui fait un point sur cette notion-là, et les questions de processus de subjectivation, tels que mon collègue toulousain aussi, François Le Goff, les développe, c'est-à-dire comme une configuration singulière des connaissances, mais aussi comme un processus par lequel le lecteur s'approprie, imite et détourne des manières d'écrire. Et donc, on pourrait voir ici des tensions internes à la discipline française. Alors, d'abord, des tensions autour des deux pôles qui la constituent et qui sont une des spécificités de cette discipline, à savoir qu'elle permet à la fois une pratique de la langue, à l'oral et à l'écrit, en réception et en production, mais aussi nécessite des moments d'étude de la langue, grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, etc.
et que la distribution du temps entre ces deux grands pôles est rarement définie dans les programmes, mais fait l'objet de choix permanents des enseignants dans la construction de leurs séances et de leurs séquences. C'est ce que Jean-François Alté appelle la configuration didactique, c'est-à-dire la manière dont s'agencent à l'intérieur même de la discipline français les diverses activités qui doivent y prendre place. Et du coup, on pourrait dire comment on agence à l'intérieur de la discipline français des pratiques qui vont plutôt dans le sens de l'acquisition des connaissances fondamentales et des pratiques qui vont plutôt dans le sens d'une appropriation culturelle et de pratiques artistiques. Cette question de la matrice disciplinaire, c'est-à-dire des éléments clés de la discipline, est une question vive et importante pour les enseignants de français qui sont professeurs de français, mais qui ont passé un CAPES de lettres. Et donc, la question de la place et du poids de la littérature dans l'ensemble de leurs horaires est une question vive, notamment pour les enseignants de collège ou d'école primaire. Ceci me semble se manifester aussi par le biais des supports. Il y aurait d'un côté le cahier du jour ou le classeur pour stocker ce qui relèverait des savoirs fondamentaux, et d'autre part, le carnet du lecteur, de l'écrivain, de l'artiste, pour stocker ce qui relève de l'identité culturelle et de la construction artistique. Pour illustrer les choses, j'ai repris dans le bouquin de l'AIRDF des exemples de journaux de lecteurs d'élèves de lycées, de filières artistiques, qui montrent comment ils investissent ce support à la fois du côté du texte, mais aussi du côté de l'image, de la caricature, etc. Il y a donc une tension qui se marque aussi de façon très importante pour ce qui concerne l'évaluation et l'évaluation des productions écrites. Je renvoie ici aux travaux maintenant un peu anciens de Jean-Luc Pilorget, qui, dans le cadre de sa thèse, a analysé des annotations de professeurs de troisième sur des textes fictionnels. Il regarde les annotations que portent les enseignants et construit, disons, 5 postures différentes. Vous allez le voir, les deux premières vont dans le sens de savoirs fondamentaux, donc le gardien du code, normes orthographiques et syntaxiques, ce qu'il appelle la posture stimulus-réponse, c'est-à-dire la conformité à la consigne ou aux critères qui ont été explicités. Et il oppose à ces deux postures deux autres postures, celle de l'éditeur et du critique, qui seraient plutôt du côté pratique artistique, puisque l'éditeur fait des suggestions sur le texte s'appuyant sur ce qui est déjà écrit, tandis que le critique se livre à un commentaire littéraire du texte d'élève en connivence avec lui. Il y a aussi une posture qu'il appelle celle du lecteur naïf, qui principalement pose des questions d'élucidation sur le contenu référentiel de ce qui est raconté. Ce qui est très important dans le travail de Pilorget, c'est surtout qu'il montre que ces postures sont différenciées selon la qualité du texte de l'élève et que les postures d'éditeur et de critique, dans le corpus qu'il analyse, sont réservées aux productions très satisfaisantes du point de vue de la norme, comme si de la norme orthographique ou syntaxique, comme si ce regard d'éditeur, qui est pourtant nécessaire pour aider l'élève à progresser dans son rapport au texte littéraire et dans sa capacité de l'investir comme sujet, n'était réservé qu'à des élèves qui maîtrisent déjà des savoirs fondamentaux. Et je pense que cette grille de lecture est très importante à avoir en tête, dans la mesure où les travaux récents, par exemple ceux de Marie-Laure Lalouf sur les corrections de copies collectées au cours d'actions de formation, montrent que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis le travail tel que l'a observé Jean-Luc Pilorget. Alors, je vais maintenant, à partir de deux exemples, essayer de montrer comment, dans le cadre d'ateliers d'écriture, se tissent ces deux pôles, le pôle, disons, artistique et le pôle
construction des normes et des savoirs fondamentaux, et comment il est bien difficile de les désintriquer. Le premier travail est un atelier d'écriture proposé par une conseillère pédagogique langue française cycle 3, dans le cadre, d'ailleurs très récemment, dans le cadre de l'enseignement distanciel en confinement. Le deuxième exemple sera un travail autour d'un album de littérature de jeunesse conduit par certains de mes stagiaires PES à Toulouse cette année. Alors, ce premier travail, donc, celui d'atelier d'écriture à partir de la cathédrale de Rodin, s'appuie sur la photographie d'une sculpture de Rodin qu'il a intitulée La cathédrale, sculpture qui est constituée de 2 mains droites agencées sur un socle, donc dans un travail de réemploi tel que Rodin le fait parfois, et qui a été aussi ensuite dupliquée en bronze de plusieurs formats. Alors, ce travail a donné lieu à un premier travail d'écriture qui me semble être du côté du sujet et du sensible, puisqu'on demande à l'élève, quand tu vois cette œuvre, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu imagines? Donc, un écrit de travail où l'élève va associer un certain lexique à cette position. Puis, un travail d'exploration. Alors, avec tes mains, essaye d'imiter la même position que Rodin. Fais la liste de tout ce que tu peux faire avec tes mains. Fais la liste de tout ce que tu ne peux pas faire avec tes mains. Donc, une investigation du côté du sensible, ici du côté du corps, qui s'accompagne d'une verbalisation et qui donne lieu à la réalisation d'un écrit de travail. Dans un second temps, le formateur, l'enseignant, donne aux élèves un certain nombre d'aides lexicales sous la forme de verbes très diversifiés, vous le voyez ici, mais aussi sous la forme de groupes nominaux, d'adjectifs, que l'élève pourra piller, chercher pour les monter dans un texte. Et enfin, la consigne d'écriture est une structure itérative qui fait appel à la production d'une part d'infinitif, d'autre part de formes conditionnelles. Si mes mains pouvaient, elles, si mes mains pouvaient, elles. Et donc, ce travail, voilà, j'ai donné un exemple d'élève. Alors là, c'est un bon élève, hein, je n'avais pas d'autres exemples sous la main parce que ça serait intéressant de voir la diversité des productions. Donc, les mains, donc cette sculpture fait penser à Lélia à 2 mains qui protègent quelque chose. Et ce qu'elle ne peut pas faire, c'est brandir un arc, tenir quelque chose, soigner, faire mal, etc. Et elle va ensuite donc écrire un premier texte. Si mes mains pouvaient voler, elle serait déjà en Amazonie. Si mes mains pouvaient remonter le temps, elle serait encore à l'Antiquité grecque. Je vous laisse lire la suite. Et deuxième texte avec une variante sur la consigne, écriture de la variation, telle que Le Goff la propose aussi. Si mes mains pouvaient oublier, elles auraient oublié ceci ou cela. Alors, il me semble que dans cet atelier d'écriture, on a à la fois des éléments qui sont du côté des arts, une émotion esthétique devant une photographie de sculpture, une verbalisation des émotions et de l'imaginaire, une exploration corporelle et sa verbalisation. Mais du côté des savoirs fondamentaux, on a aussi une mobilisation lexicale de verbes et de noms, une pratique de l'écriture, une reprise de structure syntaxique et une réécriture exigeante. Et donc là, on a bien un tissage des deux grands pôles. Deuxième exemple, donc un travail à partir d'un album jeunesse qui s'intitule Rien n'est plus beau de Armelle Barnier et Vanessa Higuet. Cet album est construit sous forme d'une structure répétitive, donc par exemple ici, rien n'est plus effrayant qu'une réunion d'horribles dragons, qu'un cauchemar dans le noir, qu'un mauvais dragon, etc. Et puis en bas, en fait, rien n'est plus effrayant qu'une réunion de cauchemar d'un dragon du soir. Les maîtres formateurs, dans le cadre d'un groupe de production de documents, ont mis au point une séquence de travail qui a été proposée à des professeurs d'école stagiaires pour qu'ils la mettent en œuvre avec leurs élèves. Donc, on a rien n'est plus petit que les chaussures d'une fourmi, que la maison d'une souris. Donc, vous voyez le principe, hein,
une structure itérative comportant un adjectif, plusieurs groupes nominaux expansés après le que, et un montage de ces éléments au bas de la page. Et ceci marche aussi en écho avec l'illustration qui procède également par collage. Alors, voici l'exemple d'un travail préparatoire fait dans l'une des classes où les élèves ont été amenés à surligner divers éléments pour pouvoir les réutiliser. Et voici un exemple de production réalisée donc en CE2. Rien n'est plus bizarre qu'une souris rouge, qu'un ornithorynque en France, qu'un vélo à 5 roues et que de l'eau verte. En fait, rien n'est plus bizarre qu'un ornithorynque rouge à 5 roues dans de l'eau verte. Exemple dans une autre classe, et donc dans la mise en œuvre des divers stagiaires, on a vu le poids relatif que certains accordaient à l'illustration, certains procédant aussi par un travail de collage pour générer de nouveaux éléments textuels, donc dans une logique de dynamique articulation texte-image très caractéristique de l'album. Donc ici, du côté des arts, un album comme support plurisémiotique, un texte poétique qui procède par collage, un investissement du sujet, puisque chaque élève choisit l'adjectif, hein, froid, chaud, méchant, terrifiant, amusant, et du côté des savoirs fondamentaux, des structures syntaxiques récurrentes, et un travail sur l'adjectif qui ici précède la leçon de grammaire et donc constitue ce qu'on appelle un travail épilinguistique, c'est-à-dire que la langue est prise comme un objet d'attention et d'observation, sans que le métalangage grammatical soit ensuite convoqué. Le métalangage grammatical, il sera convoqué dans un second temps, et ça sera beaucoup plus facile aux élèves de repérer que tous les éléments qui peuvent être placés dans cette position-là sont des adjectifs. Je terminerai ce second point par donc une réflexion autour aussi des formes scolaires et des normes, pour rappeler que l'école est un des lieux d'inculcation des normes, que les formes scolaires résultent d'un processus complexe de scolarisation, et les travaux en didactique du français des 20 dernières années s'attachent à décrire ce processus, que certains appellent la disciplination, hein, mais il y a plusieurs termes pour le désigner, qu'on voit notamment dans le fait que le parler, le lire et l'écrire se configurent de façon différente selon les disciplines. D'écrire en sciences, ça n'est pas la même chose que d'écrire en géographie, et ce n'est pas la même chose que d'écrire en littérature, de la même manière qu'au lycée, commenter n'est pas la même activité selon qu'on est en cours d'histoire, en cours de français ou en cours de philosophie. Et donc se pose la question des normes que je préfère employer au pluriel et en les associant à variation, hein, comme éléments de construction dans le système scolaire. Alors, pour récapituler cette deuxième partie, on peut dégager un certain nombre de traits communs des recherches récentes portant sur la didactique du français langue première du point de vue de la description des pratiques d'enseignement. C'est d'une part la prise en compte croissante de la place du sujet et de ses émotions dans l'enseignement de la littérature notamment, la problématisation de l'articulation entre les pratiques sociales et les pratiques scolaires, avec beaucoup de travaux aussi qui portent sur la formulation d'un jugement de goût ou les critères de choix d'un livre, par exemple. L'importance d'interroger les normes de référence, que ce soit du point de vue du choix des œuvres, des attentes que l'enseignant peut avoir ou de l'évaluation. Et on peut aussi repérer donc des points de convergence, par exemple autour du sujet lecteur, de la subjectivité, des éléments que j'ai décrits tout à l'heure, mais aussi des ignorances ou des zones d'ombre, de questions qui sont moins travaillées alors qu'elles devraient l'être. Je pense notamment à la question des normes, puisque dans tout acte d'enseignement, il va y avoir des normes de référence, mais peu de chercheurs affrontent directement cette question-là. Je vais maintenant, dans un dernier temps, interroger les mêmes 4 concepts, mais cette fois
sous l'angle des recherches pour nourrir la formation des enseignants ou qui portent sur la formation des enseignants. Là aussi, en partant des recherches qui portent plus spécifiquement sur l'articulation entre littérature et image, puis sur des modèles de recherche et leurs apports respectifs par rapport à la formation des enseignants. Alors, pour traiter le premier point, je m'appuierai principalement sur le travail de Marie-Sylvie Claude dans le domaine de l'histoire des arts, qui a consacré sa thèse à ces questions de commenter la peinture et la littérature en menant des enquêtes auprès d'enseignants, notamment de l'Académie de Créteil. Le projet est de confronter les savoirs issus de la recherche et les savoirs d'expérience des professionnels enseignants, de confronter les discours des enseignants sur ce qu'ils pensent que leurs élèves pensent et des enquêtes directes auprès des élèves. Et avec cette question de recherche centrale, le détour par le commentaire d'œuvres picturales permet-il d'étayer le commentaire d'œuvres littéraires? Alors, un travail important d'enquête, 350 commentaires littéraires et picturaux d'élèves de 3e et de seconde sur une même consigne, des questionnaires avec des questions ouvertes et fermées à une centaine d'enseignants de la même académie, des entretiens complémentaires avec les élèves et les enseignants, et donc des constats. Alors, des constats conformes aux attentes et aux représentations dominantes des enseignants, à savoir qu'elle observe une facilité plus grande des commentaires sur la peinture, particulièrement en milieu difficile, et comme le disent les enseignants, une rétroaction plus rapide sur les hypothèses interprétatives que peuvent formuler les élèves. Mais à l'inverse, des zones d'opacité aussi qui ne sont pas perçues par les enseignants, comme par exemple le fait d'expliciter les traits communs et les spécificités de l'œuvre littéraire par rapport à l'œuvre picturale, et la représentation erronée selon lesquelles l'image serait facile à interpréter pour les élèves. Et donc, on voit ici l'intérêt d'une recherche qui décrit et analyse les productions d'élèves et les conceptions des élèves pour éviter des malentendus dans les activités d'enseignement. Bien évidemment, dans une formation initiale et aussi en formation continue, mais plus particulièrement en formation initiale, il est nécessaire de présenter ces matériaux aux étudiants et de les amener à eux-mêmes se situer par rapport à ces représentations. Avec un modèle de recherche assez différent, parce que essayant de mettre en relation les pratiques d'enseignement décrites et observées et leurs effets sur les apprentissages des élèves, la recherche la plus remarquable en didactique du français ces dernières années est la recherche conduite autour de Roland Guagou à l'IFE, à l'Institut français d'éducation, sur les premiers apprentissages en lecture-écriture au CP, et qui s'intitule donc, qui réfléchit sur l'efficacité de ces pratiques. Recherche remarquable par le nombre de classes concernées, le nombre d'élèves concernés, la diversité des milieux sociaux de ces élèves, et également le nombre d'enseignants-chercheurs de diverses INSPE impliqués. Ce travail a procédé par une observation longitudinale à 3 moments de l'année d'une semaine de classe et à l'analyse des performances des élèves dans ces mêmes moments, et a pu permettre de dégager un certain nombre de préconisations et de règles d'action pour, à diffuser en formation initiale et continue des enseignants. Je ne peux pas les dérouler ici, mais on est bien là du côté d'une exploration systématique des conditions qui favorisent l'entrée dans l'écrit et le décodage, particulièrement pour les publics fragiles. J'en viens maintenant à des recherches qui portent plus spécifiquement sur l'analyse des pratiques de formation et de leurs effets sur les pratiques d'enseignement des professeurs stagiaires.
Pour dire d'abord que ces recherches sont encore assez peu nombreuses, bien qu'un certain nombre de thèses aient été soutenues ces dernières années sur ces questions-là, ou soit en cours. Je pense au travail de deux de mes collègues à Toulouse, l'une, Fanny Berlou, qui travaille sur la mise en place de modules sur les biographies langagières pour aider les jeunes enseignants à prendre conscience de la diversité des langues et à analyser les effets de ce travail sur la prise en compte de la diversité des langues dans les classes lorsqu'ils sont en responsabilité avec leurs élèves. L'autre, celle de Christophe Beaufils, autour de l'importance de la mise en situation dans une séance de formation, donc de l'implication du sujet en formation pour mettre en œuvre ensuite ces pratiques dans les classes. De la même manière que le sujet lecteur est interrogé et impliqué dans les recherches en didactique de la littérature, de la même manière, dans ces recherches sur la formation, une interrogation se porte sur les situations qui permettent d'impliquer le jeune enseignant en tant que sujet de sa formation avec sa propre histoire et son propre parcours. C'est aussi ce qui est travaillé autour de la mise en place de carnets de lecteurs avec les enseignants stagiaires ou de journaux d'apprentissage en formation qui permettent de faire vivre à leur niveau ces démarches dans une sorte d'homologie avec les pratiques préconisées pour la classe, mais sans naïveté non plus, puisque il y a quand même une spécificité de l'enseignant adulte par rapport au travail qui est conduit dans les classes. Alors, j'ai proposé un concept pour rendre compte de ces difficultés du jeune enseignant face à une activité d'enseignement. Ce concept, c'est celui de modèle disciplinaire en acte que j'ai proposé à partir de l'analyse de pratiques d'enseignement d'enseignants débutants dans diverses disciplines et en m'inspirant de l'appellation de Gérard Vergniaud sur le théorème en acte comme des règles d'action qu'on peut inférer à partir d'erreurs récurrentes. À partir de l'observation des écrits de préparation des jeunes enseignants et surtout en classe lors de la gestion d'imprévus, on peut repérer beaucoup de tensions et de frottements entre les prescriptions des programmes en cours, les prescriptions, ce qu'on peut appeler les prescriptions secondaires des centres de formation, c'est-à-dire le discours qui est tenu en formation sur l'enseignement des divers objets, qui rentre en tension avec d'une part les pratiques habituelles de la communauté enseignante et d'autre part les représentations profondes de la discipline qui sont liées aux souvenirs scolaires des enseignants. Et on voit que par exemple, même si on a fait un enseignement de la grammaire purement syntaxique, en situation de gestion d'imprévus, les élèves vont retrouver, les jeunes enseignants, pardon, vont retrouver des vieux souvenirs de leur propre scolarité. Alors, il me semble que donc les recherches dont on a besoin pour nourrir la formation sur les questions qui nous intéressent, mais aussi plus largement, sont de diverses sortes. Des recherches sur les productions des élèves et des entretiens sur leur conception, des recherches sur les pratiques d'enseignement et leurs effets, notamment sur les élèves les plus fragiles socialement, mais aussi des recherches de faisabilité. Tout à l'heure, l'ingénierie didactique autour de Rien n'est plus beau résulte d'une recherche collaborative qui associe des enseignants-chercheurs et des collègues en charge de classe, mais aussi donc la nécessité de développer des recherches sur les pratiques de formation et leurs effets sur les pratiques d'enseignement. Je conclurai rapidement en indiquant un certain nombre d'incidences sur un cahier des charges de la formation des enseignants. Si on veut prendre en compte le sujet dans les classes et donc le sujet aussi en formation, cela implique un long processus de conversion de l'étudiant au professeur. Cela suppose aussi une autoréflexion de l'enseignant sur ses pratiques culturelles et ses représentations, et donc d'accorder de la place au parcours antérieur. Cela suppose des connaissances
pour avoir un regard bienveillant et outillé sur les productions d'élèves, mais cela suppose aussi de mettre en situation et d'analyser des pratiques de formation. Et bien évidemment, ceci implique le langage et la langue comme un élément important de transversalité, puisque dans les diverses pratiques artistiques, musique, œuvres d'art, peinture, sculpture, cinéma, il y a le temps de la danse, il y a le temps de la pratique artistique et le temps de la verbalisation des émotions ou des projets par rapport à ces pratiques artistiques. Je voulais donc terminer sur cette dimension transversale de la langue qui traverse toutes les activités et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Garcia-Deban, pour votre présentation très intéressante qui a soulevé quelques questionnements chez nos internautes tout au long de la conférence. Et c'est donc Madame Jacques qui va en sélectionner 2 ou 3 et qui va vous les poser. Je vous remercie. Merci tout d'abord pour cette conférence. Je crois qu'elle a permis à chacun de réfléchir sur les liens complexes entre le français comme discipline scolaire et les autres arts. Et surtout, les questions portent autour du fait qu'il s'agit de revoir une opposition qui serait trop simpliste et trop entre d'un côté le sujet, le sensible, et d'autre part les formes et des normes qui nous amèneraient vers une absence du sujet. Je crois que donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement vous l'avez évoqué d'ailleurs dans la place du langage, dans la verbalisation autour des arts. Est-ce que beaucoup de questions portent sur le moment de la prise en compte de la norme et des enjeux entre normes et expression libre, si j'ose dire. Et il me semble que ça n'est justement pas opposé, mais peut-être à travailler communément, comme vous avez montré à travers les exemples, mais je vous laisse répondre à cette question. Alors déjà peut-être sur expression libre, peut-être insister sur la dimension pratique scolaire, parce qu'effectivement, visiter un musée avec une classe, c'est pas aller au musée avec sa famille. Donc je pense qu'il y a une forme de scolarisation des pratiques de toute façon, et que c'est peut-être le rapport entre la contrainte et la liberté, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une consigne extrêmement contraignante, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de l'écriture à partir de l'œuvre de Rodin, qu'il va y avoir de la liberté. Donc effectivement, là aussi, il y a c'est parce que la contrainte, la consigne est contraignante qu'elle donne la possibilité d'ouvrir les possibles dans l'expression. Ensuite, sur la question de la norme, se pose aussi la question du statut d'écrit de travail intermédiaire. Les programmes insistent sur l'importance de se familiariser avec des écrits suffisamment variés et fréquents pour qu'ils portent trace de l'état de cognition de l'élève, alors que ce soit du côté des émotions ou du côté de savoirs fondamentaux du genre comment tu fais pour reconnaître le sujet d'un verbe. Dans les deux cas, la démarche, c'est d'avoir un espace qui permette à chacun des sujets d'objectiver là où il en est de sa propre trajectoire. Et donc, ceci me semble, donc dans les programmes actuels, il est bien dit que ces écrits ne sont pas normés, ne sont pas corrigés, sont un matériau pour réfléchir et discuter ensemble. Ce qu'on peut opposer à un produit final, bien évidemment ici, dans l'autre exemple que j'ai donné, celui du travail autour de l'album, il y a un temps justement de communication de cet écrit-là, et aussi il y a tellement aussi de balises pour que l'élève soit assez vite en réussite et remobilise tous les savoirs qu'il a, que voilà, c'est l'usage qu'on va faire de l'écrit qui fait qu'on va être plus ou moins du côté de la trace brute, disons, ou d'une trace normée communicable.
Merci. Alors, d'autres questions portent aussi sur le fait d'articuler finalement non plus de partir d'une œuvre d'art d'un artiste, mais de partir d'un double processus de création personnelle, à la fois plastique et langagière. Donc, à partir d'une incitation, est-ce qu'on peut envisager ce travail et quel en serait l'intérêt et peut-être aussi les limites? Alors, je vais expliquer. Cette conférence, pour moi, c'est un peu un défi, en ce sens que j'ai beaucoup travaillé en interdisciplinarité, mais je l'avoue beaucoup plus avec mes collègues de sciences qu'avec mes collègues d'art plastique, par exemple, ou de musique. J'imagine quand même que le processus, dans les deux cas, le processus de création est un peu analogue, à savoir qu'il y a un espace de contrainte et d'ouverture, et il y a des matériaux qui, si c'est, dans l'œuvre de Rodin, on a les traces, paraît-il, sur les mains, les traces du ciseau de sculpteur. Hein, donc, c'est une œuvre c'est une des choses qui est dite sur cette œuvre-là. Donc, jusqu'où ce processus de fabrication est apparent ou pas. Et pour moi, sur le langage, le travail est un peu du même ordre, c'est-à-dire c'est un matériau avec lequel on travaille. Alors, ce qui se passe quand même souvent dans les pratiques scolaires, et c'est ce que Pilorget montre très bien par rapport aux postures d'évaluation, c'est que les gens ne s'autorisent pas forcément de considérer aussi le langage comme un espace de contrainte et de création plastique. Alors après, moi, techniquement, sur la conduite de projets impliquant art plastique et français, je n'ai pas une pratique suffisante ni de formation ni d'observation de classe pour dire quelque chose de sensé, et je préfère dire mon incompétence dans ce domaine-là. Bon, sachant quand même que ce que j'ai envie de dire, c'est que la verbalisation participe à la création. Et que j'ai encadré il y a 2 ans un mémoire dans le master conseil pédagogique d'une collègue qui a travaillé sur les écrits de travail en art plastique, en partant des écrits de travail des peintres contemporains et des architectes contemporains. Et effectivement, cet espace-là montre bien comment la verbalisation intervient comme un des processus, mais à côté d'autres, notamment du jeu de contrainte et de liberté par rapport à un matériau qui peut être différent selon les arts. Voilà. Après, voilà. Oui. Techniquement, après, à quel moment on fait verbaliser, pourquoi, je pense que de toute façon, dans le cadre d'un projet, on va le faire à des moments différents et sur des objets différents et avec des discours différents, d'écrire, défendre un choix, projeter, etc. Mais là, je n'ai pas de réponse précise possible. Merci. On a peut-être le temps encore pour une dernière question, Madame Jacques, que je vous laisse. Oui, alors plusieurs des questions reviennent sur la question de la formation des enseignants et en particulier de la formation autour du sensible, de la prise en compte du sensible qui ne répond pas toujours aux traditions scolaires. Qu'est-ce que le sensible et comment peut-il s'intégrer à la formation d'un enseignant? En général, je pense que vous avez évoqué quelques points, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, moi, j'ai l'impression que dans l'INSPE où je travaille, l'importance de situations qui mettent en jeu le sensible est défendue par pas mal d'enseignants. Bon, voilà, ma collègue Véronique Larivière a mis en place un journal du lecteur de façon systématique. Elle a réussi à nous convaincre du fait qu'on pouvait le faire. Une autre de mes collègues, Florence Moreau, a mis en place un journal des apprentissages, et on est plusieurs aussi à avoir mis en place avec nos stagiaires un journal d'apprentissage qui jouait aussi comme journal de l'alternance, hors des procédures d'évaluation. Mes collègues de langue, d'art plastique, de musique mettent beaucoup les étudiants en situation.
Alors, j'ai envie de dire quand même que pour faire ça, il faut un certain temps de formation, parce que c'est un processus, et que donc les inquiétudes peuvent être sur le fait qu'une réduction importante des volumes de formation ne permettent pas ce travail qui est pourtant fondamental pour que les jeunes enseignants après osent faire ça avec leurs élèves. Parce qu'on voit, enfin, on s'aperçoit aussi que il est parfois plus rassurant de faire un exercice dont on a le corrigé que d'ouvrir l'espace des possibles avec ensuite des productions tellement diverses qu'on ne sait pas forcément très bien les traiter. Donc, pour faire ça, il faut que l'enseignant, ou le jeune enseignant en particulier, il ait suffisamment d'énergie, d'envie et aussi de connaissances sur ce que peut produire un élève dans ces conditions-là pour pouvoir le mettre en place. Donc, ça suppose d'avoir un temps suffisant pour construire ses connaissances, mais aussi ses pratiques. C'est-à-dire que voilà, être enseignant, c'est pas seulement avoir un répertoire de connaissances, c'est aussi avoir des pratiques culturelles et pouvoir avoir une gamme et un répertoire suffisamment large pour pouvoir gérer l'interaction. Ok, parfait. Merci pour votre réponse. Il est temps désormais de conclure cette webconférence. Toutes les questions qu'on n'aura pas pu traiter, on vous les enverra, Madame Garcia-Deban, par mail et vous ferez votre possible, bien sûr, pour y répondre ultérieurement. Merci à vous deux pour vos interventions. Petit rappel, cette conférence donnera lieu à un enregistrement que vous pourrez retrouver dès demain sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE et sur leur site dès la fin du cycle. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi 5 juin à 14 h pour une nouvelle thématique, les savoirs fondamentaux à enseigner en classe d'histoire et leurs sources. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci. Merci.